Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau format Regard croisé by Carnot TSN. Regard croisé, c'est un nouveau rendez-vous proposé par l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques qui, porté par une vision interdisciplinaire, soutient la recherche et l'innovation. Je suis India Senoussi, responsable de la communication du Carnot TSN, et pour présenter cette émission, je suis accompagnée d'Ingrid Collot, responsable de la communication scientifique à l'IMT. Pour ce premier numéro dédié à l'innovation en santé et bien-être, nous sommes au sein de l'école Télécom Sud Paris à Évry, qui accueille le colloque IMT, Ingénierie de la santé et du bien-être. Organisé par l'Institut Mintelecom, cet événement rassemble chercheurs, praticiens, étudiants et partenaires industriels pour concevoir ensemble les solutions de santé de demain dans une stratégie bien précise, n'est-ce pas Ingrid ? Effectivement, il s'inscrit dans la stratégie 2023-2027 de l'IMT qui vise à construire une société plus durable, résiliente et humaine en plaçant la santé et le bien-être au cœur de ses priorités. Vous allez donc découvrir avec nous les innovations qui transformeront notre approche de la santé et du bien-être. Et donc c'est sur ce plateau que se dessine concrètement le futur de la médecine. Pour mieux comprendre ces sujets, nous sommes en compagnie de 4 invités. Gérard Dubay, vous êtes chercheur en sociologie et en anthropologie, et Olivia Chevalier, chercheuse en philosophie des sciences, tous deux à Institut Mintelecom Business School, IMTBS. De l'autre côté du plateau, donc Jérôme Boudy, chercheur en traitement du signal, et Maxime Bedouin, doctorant en intelligence artificielle, et vous êtes tous les deux à Télécom Sud Paris. Je vous propose qu'on commence par vous, donc Gérard Dubay et Olivia Chevalier. Donc je le répète, vous êtes respectivement chercheurs et chercheuses à l'Institut Mintelecom Business School, donc IMTBS, qui est, je le rappelle, une composante à la fois de l'Institut Mintelecom et de l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques. Vos spécialités respectives, donc, elles apportent une dimension supplémentaire aux deux disciplines qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont donc d'un côté le numérique, les technologies du numérique, et de l'autre la santé. Qu'est-ce que ces disciplines de la sociologie, de l'anthropologie et donc de l'autre côté de la philosophie apportent à ce croisement des disciplines ? Alors, beaucoup de choses. La connaissance du milieu, des usages, des pratiques humaines, dans le cadre des pratiques professionnelles, est capitale pour implémenter ensuite des technologies numériques variées. Ça peut être de la réalité augmentée, virtuelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. Mais pour que ça se transforme en usage et que ça soit approprié par les principaux concernés, c'est-à-dire dans le domaine hospitalier, les praticiens, il faut quand même une connaissance assez pointue, assez approfondie des pratiques réelles, du milieu dans lequel exercent ces gens, ces personnes, et finalement aussi des spécificités de ces milieux. Ça, c'est le message un petit peu que peuvent porter, entre autres, les sciences humaines, c'est qu'il n'y a pas de technologie numérique standard ou d'IA standard. Il y a à chaque fois des IA qui vont devoir s'adapter à des milieux spécifiques, des milieux particuliers. Et c'est vrai aussi pour l'ensemble des technologies numériques et auparavant aussi des techniques informatiques qui ont précédé. De mon côté, je m'intéresse donc aux questions d'intégration de l'IA dans le bloc, dans le cadre de la chaire BOPA. Et l'idée, c'est qu'effectivement, je cherche à faire un petit peu le trait d'union entre les ingénieurs d'un côté, les chirurgiens de l'autre, qui parfois ne s'entendent pas au sens de comprendre. Et donc je fais un petit peu ce trait d'union, n'étant ni chirurgienne ni mathématicienne, mais en essayant de comprendre les deux côtés. Ça, c'est le premier objectif, une espèce de médiation. Et de l'autre, c'est aussi, j'ai beaucoup lu la littérature sur la question, et d'essayer d'interroger par rapport à ce qui est programmé, ce qui est annoncé dans la littérature, des différentes revues scientifiques, interroger donc les chirurgiens et les ingénieurs qui travaillent dans la chaire BOPA sur ce qu'ils pensent de ces promesses, et qui sont parfois réalistes, parfois un peu moins, et savoir justement comment situer BOPA par rapport aux différents programmes.
Alors, donc vous parlez beaucoup de la chaire BOPA. Donc, BOPA, c'est une chaire d'innovation qui signifie bloc opératoire augmenté. On a parlé de la médecine de manière générale, mais là, on parle vraiment de culture chirurgicale, de pratique chirurgicale. C'est quand même un domaine vraiment très spécifique de la médecine. Qu'est-ce que, du coup, l'intelligence artificielle et les technologies numériques vont apporter à ce domaine très spécifiquement ? Alors, d'abord, si vous permettez, je peux présenter quand même rapidement la chaire BOPA et faire un rapide historique. C'est une chaire d'innovation qui a été créée par le professeur Eric Vibert, qui est professeur en chirurgie hépatique au CHB, au centre hépatobiliaire de Paul Brousse de Villejuif. C'est un centre expert en transplantation hépatique. La chirurgie hépatique, c'est une chirurgie complexe, lourde, et les transplantations peut-être encore davantage. Donc c'est un domaine qui a été étudié, mais pas de façon très approfondie, en tout cas par les sciences humaines. L'idée de cette chaire, c'était d'essayer d'améliorer la sécurité, la culture de sécurité au bloc opératoire. En partant du constat que le niveau de sécurité atteint en chirurgie était très inférieur, par exemple, à ce qui se passe dans d'autres domaines où il est question aussi de risque et de sécurité, comme le nucléaire et notamment l'aéronautique et l'aéronautique civile en particulier. Donc son idée, c'était un peu de s'inspirer de ce qui se faisait dans ces milieux-là pour améliorer la sécurité au bloc opératoire et dans la pratique chirurgicale, avec cette autre idée que les technologies numériques, à l'époque où la chaire a été créée, on commençait quand même pas mal à parler déjà d'intelligence artificielle générative, enfin la nouvelle IA. C'était pendant la phase Covid encore. Mais c'était l'idée d'utiliser ces technologies, de les implémenter au bloc. Alors ça pouvait être, au départ, il y avait l'idée d'implémenter par exemple des lunettes de réalité augmentée, mais aussi de créer une sorte de boîte noire, comme il en existe en aéronautique dans les avions de ligne, pour enregistrer tout ce qui se passe au bloc pendant une opération et pouvoir revenir dessus ensuite, pratiquer une sorte de retour d'expérience qui permettrait aux praticiens de mieux identifier leurs erreurs, et puis ensuite effectivement de travailler dessus et de les corriger. Voilà, c'était ça le point de départ de cette chaire bloc opératoire augmenté. En fait, la chaire BOPA, il y a eu plusieurs projets. Moi, je me suis plus focalisé sur la boîte noire, donc sur les enregistrements et sur les questions des données qui sont enregistrées. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a les ingénieurs d'un côté qui fait du code, il veut traiter les données, et de l'autre, il y a les chirurgiens qui récoltent ces données, qui n'ont pas le temps de tout voir, puisqu'ils ont eu trop de données, vraiment trop de données, et ça signifie en plus que les chirurgiens qui revoient leur propre opération, ils ne dorment plus, parce qu'une opération qui dure 7 heures, il faut revoir la vidéo, faire des arrêts sur image, vous doublez le temps. Et c'est Nesrine, une autre chirurgienne, qui s'est occupée de faire ça. Elle a fait un petit travail très intéressant qui n'est pas encore publié, d'ailleurs sur la question des détections d'erreurs, de petites erreurs. Et en fait, chacun s'est rendu compte que le problème, c'était évidemment, ce volume des données, et 2, évidemment, de bien les annoter et les labelliser. Et donc ça, c'est en mode supervisé. Donc c'est effectivement non supervisé, ça ira peut-être plus vite, mais il faut d'abord tout ce travail. Mais d'abord, le gros du gros, c'était de constituer une base de données chirurgicale, rien que pour Paul Brousse, et c'est déjà un vrai cauchemar, car il faut une connaissance pointue théorique, il faut une expérience en fait du domaine pour pouvoir bien identifier les données, bien les nommer, pour qu'ensuite elles donnent des données fiables et donc véraces. Et est-ce qu'à ça, il ne s'ajoute pas aussi des résistances ou des préoccupations d'ordre éthique ou légal sur le fait d'enregistrer systématiquement des actes médicaux en salle d'opération ? Du côté des praticiens et puis du côté des patients. Ou du côté des patients, ou de manière générale, on parle souvent quand même de la protection des données. Ah oui, alors ça, c'est un vrai casse-tête, parce qu'effectivement, la confidentialité, c'est un obstacle. Puisque comme les chirurgies se portent sur un individu et tous les individus sont différents, c'est vrai que c'est un vrai problème, un vrai casse-tête. Donc là, effectivement, il y a le conflit entre l'objectif qui est la sécurité, et de l'autre, qui est la confidentialité, sont deux valeurs qui sont également importantes, entre lesquelles il faut arbitrer, c'est pas facile.
Et puis évidemment les espaces de stockage. Et puis des résistances à l'intérieur du bloc. Ça, tu connais bien ça. Je te laisse en parler. Disons que là, au niveau de BOPA, les praticiens qui testent ces technologies d'enregistrement, etc., ils sont tous volontaires. Donc c'est une démarche expérimentale. Donc ces questions de résistance se posent pas directement. Par contre, si ces pratiques-là sont généralisées, oui, effectivement, ça va poser un problème. Parce que ces données vont être récupérées par qui, traitées, analysées par qui, interprétées par qui. Dans l'aéronautique civile, moi j'ai longtemps travaillé, c'est la raison pour laquelle je suis entré dans BOPA, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'avais presque une trentaine d'années d'expérience de recherche dans l'aéronautique sur l'automatisation, l'informatisation des cockpits et la formation des pilotes. Dans l'aéronautique, les données sont analysées par des pairs, c'est-à-dire par des pilotes. C'est pas transparent du tout, en fait. Et ça sert beaucoup pour le retour d'expérience, en effet, mais dans un cadre très réglementé. Et par les pilotes eux-mêmes. Là, évidemment, les chirurgiens ont cette revendication aussi, c'est-à-dire qu'ils gardent la main sur ces données. Parce que un échange au bloc entre deux opérateurs, par exemple, il peut y avoir des phases où on fait un peu d'humour, des phases où on est beaucoup plus concentré, où on impose le silence, mais il y a énormément d'échanges, il se passe énormément de choses au bloc. Et il faut connaître parfaitement le métier pour pouvoir interpréter pourquoi on a dit ça à ce moment-là, pourquoi on a fait ce geste-là à ce moment-là. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est un aspect très important des choses. Ce que j'ajouterais, c'est que le professeur Eric Vibert m'avait demandé de comparer justement les cultures de sécurité dans le cockpit et au bloc opératoire. Et en fait, cette comparaison-là m'a permis de montrer les différences qu'il y avait, les différences énormes qu'il y avait entre ces deux milieux. Et la complexité, l'hétérogénéité de tout ce qui se passe au bloc opératoire. Au bloc opératoire, il y a beaucoup de monde. Plus les opérations sont complexes, d'ailleurs, plus il y a de monde. Il peut y avoir jusqu'à 12 personnes dans un bloc. Ça entre, ça sort, ça communique, ça échange verbalement, mais aussi non verbalement, par des gestes, des mimiques, quand on ne peut pas parler, parce qu'il faut rester, il faut imposer le silence. Il y a des phases, il y a différentes phases, plusieurs temps opératoires. Donc c'est une complexité immense qu'on ne trouve pas dans un cockpit, même si on a l'impression que l'aéronautique c'est vraiment le top du top de la technologie. Dans un cockpit, vous avez deux pilotes aujourd'hui qui sont fixés sur un siège et qui échangent essentiellement avec une machine. Là, vous avez énormément d'humains qui communiquent entre eux et des opérateurs qui travaillent sur de la matière vivante, qui est pleine d'inconnus, qui est pleine de spécificités, de singularités qu'ils vont découvrir au fil de l'eau. Donc c'est un environnement complètement différent, beaucoup moins standardisé que dans l'aéronautique civile. Il y a des procédures, tout est très carré aussi en chirurgie, mais il y a aussi énormément d'informel, beaucoup plus que dans l'aéronautique civile. Et la comparaison a permis de montrer que justement, si on ne tenait pas compte, si on n'essayait pas de comprendre un petit peu en profondeur tout ce qui se jouait dans ces échanges informels à l'intérieur du bloc, l'IA avait peu de chances d'apporter un plus et d'être bien reçue et d'être acceptée par les praticiens. Et puis aussi, autre chose de fondamental, je pense qu'a apporté l'approche SH et anthropologique, c'est qu'on a tendance, l'IA aujourd'hui et les technologies numériques se focalisent sur ce qu'on appelle le pair opératoire, c'est-à-dire l'opération qui se déroule dans le bloc. En fait, on ne parle pas de bloc, c'est la salle d'opération. Et en vérité, ce qui se passe au bloc, c'est un petit peu la cristallisation et la synthèse de tout ce qui s'est passé en amont du bloc, sur des périodes très longues. Et là aussi, il y a une grande complexité sociale, informationnelle, où interviennent différents corps de métier, beaucoup d'acteurs, pour la préparation, pour la planification de l'intervention, pour le choix de la stratégie opératoire, pour l'indication thérapeutique. Il y a les staffs, les consultations, il y a les échanges informels entre praticiens. Enfin, il se passe énormément de choses qui vont en partie seulement, mais en grande partie quand même, cette phase préopératoire va déterminer ce qui se passe au bloc. Et si on ne regarde que ce qui se passe au bloc en temps réel, on passe à côté d'énormément de choses. C'est-à-dire une erreur qui n'est pas rattrapée au bloc, elle a toute une histoire. Et c'est ce sur quoi j'ai travaillé, et ça donne un éclairage justement aussi aux ingénieurs qui ensuite vont concevoir ces dispositifs pour qu'ils soient le mieux adaptés et le plus près possible
des pratiques et des situations concrètes. Je crois que le gros problème de l'IA, enfin des discours assez généraux qu'on entend aujourd'hui sur l'IA, c'est qu'elles sont décorrélées des situations concrètes. Et ça, je pense que mes collègues ingénieurs ne me contrediront pas. On a travaillé à plusieurs reprises en commun sur des projets communs de ce point de vue-là. Donc cette contextualisation, elle est capitale, quoi. Et vous évoquez donc le travail en amont des chirurgiens et de tout ce corps médical. Oui. Il y a aussi le travail qui se passe après. Une opération, ça a des conséquences aussi psychologiques sur les chirurgiens notamment. Il y a le préopératoire et le post-opératoire qui est très important. C'est pour ça que une des choses qui m'a le plus étonné, une de mes sources d'étonnement, c'est finalement comment définir quelles sont les frontières du bloc opératoire. Où sont les frontières du bloc opératoire? Où sont les frontières de l'activité opératoire? Quand ça commence et quand ça se termine? En fait, c'est très difficile à définir. Et effectivement, il y a la question, par exemple, des complications en post-opératoire qui planent constamment. Hein. C'est un peu quelque chose qui plane, qui est toujours présent dans l'esprit et dans la tête des chirurgiens, et qu'il faut traiter, hein, et qui les occupe même dans leur temps hors travail. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui explique aussi en grande partie le fait que cette profession est effectivement plus victime que d'autres milieux professionnels de burn-out, de dépression, d'arrêt de travail, mais aussi de suicide. Hein. On les rapproche, c'est ce que je disais hier lors du colloque, on peut les rapprocher, je crois, statistiquement de ce qui se passe dans la police, par exemple. Alors, vous avez également un colloque qui a été co-organisé avec l'AP-HP, la chaire de philosophie à l'hôpital du CNAM. Il y a également eu un ouvrage publié en septembre 2024. Donc, c'est donc une chaire très prolifique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, peut-être d'autres formats à venir ? Oui, alors ce colloque, ça a été le point d'orgue de la première phase de recherche de la chaire BOPA. Il y a une deuxième phase qui est en cours de préparation, là, qui va courir de 2026 à 2030. Mais pour cette première phase, évidemment, côté SH, ça a été un point d'orgue. Un des principaux intérêts de la chaire BOPA, ça a été de permettre à des disciplines très différentes de se côtoyer et d'échanger de façon assez régulière, dans la proximité en plus du terrain, c'est-à-dire de la pratique, puisque la chaire BOPA, le local même de la chaire BOPA est situé très près des salles d'opération réelles. Donc il y a des échanges permanents. Ça a permis donc à des ingénieurs, informaticiens, des chirurgiens, mais aussi, il faudrait parler aussi de tout le personnel paramédical, hein, les IBOD, les IAD, infirmiers anesthésistes, les anesthésistes aussi, des philosophes, des sociologues, des anthropologues, etc., d'échanger. Donc ça a été un gros atout de cette chaire, et ça aboutit justement à un colloque qui a été organisé à l'hôpital Cochin. Et là, on a rassemblé justement des praticiens, mais des paramédicaux, des chirurgiens, des médecins anesthésistes, des sociologues, des historiens, des psychanalystes même, des informaticiens. Et ils ont échangé toute une journée pendant ce colloque. Et ça a donné lieu à cet ouvrage qui a été soutenu et financé en partie par Carnot TSN, que je remercie à nouveau pour cette aide précieuse. Voilà, et publié aux presses des mines donc en 2024. Pour ma part, j'ai un livre qui fait la synthèse de mes recherches pendant 4 ans notamment dans le cadre de la chaire BOPA, mais pas seulement. Je reprends la comparaison avec l'aéronautique, c'est-à-dire ces 30 ans de recherche en fait, qui va paraître aux presses universitaires de France à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Voilà. Pour ma part, moi, j'ai fait une conférence à Rabat dans le cadre d'une équipe de chirurgiens qui travaille avec le professeur Vibert, notamment sur la question de la transplantation. Et donc, ma première synthèse a donné lieu à un article qu'on a réussi à publier dans European Journal of Physiology chez Springer. Donc, c'était un coup sympa. Mais j'ai pas parlé de BOPA parce que c'est une publication où on demande en fait de masquer son terrain. Donc, je me suis caché derrière la littérature scientifique pour finalement corroborer des résultats que j'avais pris. Ça, c'était un petit résultat déjà. C'est une collaboration. Mais c'est une collaboration chirurgien et SH. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça. Là aussi, il y a des chirurgiens évidemment qui ont parlé. Donc la collaboration continue et la deuxième phase de BOPA continue avec d'autres axes. Et donc un nouveau colloque
sponsorisé par l'Institut Carnot. Alors peut-être et qu'on fera un autre numéro spécial. Alors, si on sort un petit peu du bloc opératoire et qu'on retourne sur des dimensions un peu plus grand public, donc vous, Jérôme Boudy, vous êtes spécialisé dans l'étude de la fragilité et du suivi à domicile. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que ça recouvre, cette définition de fragilité et en quoi vos travaux s'articulent précisément autour de cette notion ? Merci beaucoup. Déjà, j'ai le plaisir de pouvoir me retrouver en face de Gérard, avec qui effectivement travaillé sur ces thématiques-là aussi à l'époque, parce qu'il nous a beaucoup aidé aussi, notamment dans le cadre de projets sur la santé à domicile, qui faisaient intervenir soit des capteurs, soit des robots aussi. On avait aussi des robots, compagnons, dits compagnons, donc ils sont des... alors on fabrique pas de robots, mais on les utilise comme interface vocale avec le patient. Et alors effectivement, en quoi ça consiste ? C'est effectivement avoir une sorte de mesure finalement en temps continu des paramètres du mouvement, des activités de la personne, donc ce qu'on appelle les activités de la vie quotidienne. Donc en anglais, ça se dit ADL aussi, Activity of Daily Life. Et pour ce faire, on a un espace, un living lab, ce qu'on appelle un living lab, donc un appartement connecté avec différents capteurs placés sur le sol, des capteurs de présence aussi. Alors comment on étudie ça ? En fait, il faut que ça soit le moins intrusif possible pour la personne qui est au centre de ces mesures. Que ces mesures soient les plus fiables possibles, donc avec effectivement une fiabilité des capteurs, et puis aussi des algorithmes derrière qui peuvent être des algorithmes dits d'intelligence artificielle, parce que là aussi il faut démystifier, il y a plusieurs stades. Il y a des algorithmes de traitement du signal qui sont tout simplement mesurer des signaux avec la meilleure qualité possible, et ensuite essayer d'identifier à travers ces signaux différentes situations comparées à des modèles qui sont appris au préalable sur des situations similaires. Voilà. Et donc la mesure de la fragilité va se faire sur une dérive dans le temps de ces mesures par rapport à une référence. Et voilà, donc... Le laboratoire que vous évoquez, donc évident, il est situé à Télécom Sud Paris. Vous avez même reçu un soutien du Carnot Télécom et Numérique pour certains matériels. Donc c'est un vrai endroit de vie qu'on peut tester en conditions réelles. Alors effectivement, on a cet appartement en fait, qui simule un appartement, un habitat, avec une cuisine, une salle à manger, un sofa, une télévision, une chambre. Et donc effectivement, on a reçu ce soutien de Carnot aussi pour acheter un certain nombre d'équipements, des petits robots. Et je précise que cet espace a servi aussi à pas mal de projets européens qu'on a montés aussi depuis un certain nombre d'années, des projets aussi financés par l'Agence nationale de la recherche, dont un avec Gérard, effectivement, qui est ici présent. Et oui, effectivement, c'est un espace très très utile. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples du type de données que vous collectez et aussi sur quel type de personnes vous les collectez ? Parce que du coup, on pense forcément tout de suite à des personnes âgées, par exemple. Mais est-ce qu'il y a un public un peu plus large que ça ? En fait, il y a le vrai Living Lab, qui est un espace complètement dédié 24 heures sur 24 pour accueillir des personnes âgées ou des personnes moins âgées, pour effectuer ces mesures. Nous, on est compte tenu de mesures de sécurité liées à l'école, on n'est pas habilité à recevoir ces personnes tout le temps. Donc c'est des volontaires, ça peut être des étudiants qui viennent aussi nous aider à mesurer ces choses-là, des personnes extérieures qui se prêtent à ces mesures-là. Après, pour les mesures sur le terrain, c'est avec les hôpitaux qu'on travaille. Donc en particulier avec la PHP à Paris, donc l'hôpital Broca, on a pas mal travaillé sur 3-4 projets, 2 projets ANR, 2 projets européens. Et nos partenaires aussi européens, donc en Allemagne, en Italie, au Japon. Donc on a dernièrement sur un projet, on avait 4-5 centres d'évaluation
Donc c'est des cohortes de personnes voilà, qui sont invitées. Alors les capteurs, effectivement, qu'est-ce qu'on mesure? Alors c'est assez varié en fait. Hein. Ça peut aller du capteur de capteurs de mouvement, donc c'est des capteurs qui sont fixés sur la pièce. Donc ces fameux capteurs, vous savez, pour déclencher les lumières automatiquement. Alors ces capteurs peuvent être utilisés aussi pour mesurer une présence, on va dire, par zone d'appartement. Donc savoir si la personne se situe, par exemple, dans la salle de bain ou voilà, ou la cuisine. Et c'est discret, puisque c'est pas des caméras. Hein, c'est juste des capteurs infrarouges qui détectent une présence et un mouvement. Puis après, on a des capteurs aussi comme des tapis, ce qu'on appelle les tapis actimétriques ou tapis sensitifs, qui sont en fait des cellules qui permettent, si la personne tombe, on peut détecter sa chute. On peut mesurer aussi des paramètres de variabilité de la marche. Donc ça, c'est très important parce qu'un médecin gériatre va estimer finalement un degré de fragilité à partir, par exemple, c'est le paramètre qu'on connaît le mieux, qui est la vitesse de marche. Mais on peut effectivement aller plus loin dans la mesure sur des variabilités de la marche, la symétrie de la marche et le mouvement aussi. Donc alors là, c'est des capteurs plutôt portés par la personne. Alors aujourd'hui... Donc Gérard se rappelle de Jean-Louis Baldinger, dont je profite de citer Jean-Louis, qui a fait un énorme travail à l'époque sur les capteurs de chute. Donc Jean-Louis avait développé un capteur qui était porté par la personne et qui permettait de mesurer, de détecter la chute, de mesurer les mouvements de la personne, son inclinaison et aussi capturer sa fréquence cardiaque. Donc il était assez en avance, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on fait avec une smartwatch, on fait pas mieux finalement. Bon, bien sûr, on peut sortir un ECG, on peut sortir d'autres choses, mais on avait cette information fusionnée au travers juste un petit dispositif porté par la personne et qui permettait d'avoir quand même une information relativement fiable sur son degré de détresse, c'est-à-dire si elle tombe, si elle perd connaissance, si elle a une bradycardie, donc une décroissance de rythme cardiaque, enfin, etc. Voilà. Donc ça, quelques exemples, il y en a plein d'autres encore. Hein. Il y a aussi l'EEG, donc là mon collègue, donc Maxime, qui fait sa thèse de doctorat avec ma collègue Nesma Oumani, qui est professeure au département aussi. Voilà. Oui, vous êtes spécialisé dans les troubles neurocognitifs et les maladies dégénératives, donc qui font le lien avec la santé numérique. C'est ça, je travaille sur les troubles neurocognitifs, donc notamment la maladie d'Alzheimer, toutes ces maladies-là, la démence vasculaire, et je les analyse dans un contexte non supervisé, on en a parlé un petit peu avant, parce que c'est des maladies qui sont, en général, c'est des troubles qui sont plurifactoriels, donc qui ont plusieurs maladies qui les causent, en même temps chez une même personne. Et donc, parfois, on essaye de les analyser seulement avec un label, mais ça n'a généralement pas de sens de les analyser avec un seul label. Et donc voilà, c'est des situations qui sont assez complexes, et donc on essaye d'utiliser l'électroencéphalographie pour créer des profils de patients qui vont partager des caractéristiques similaires. Et peut-être dans le futur, quand on aura des médicaments, on espère qu'ils arriveront, les donner aux personnes à qui ce sera le plus profitable, et avoir des diagnostics qui seront précis et qui contiennent toute l'information nécessaire. Quand vous parlez d'un futur, est-ce que c'est un futur proche ou plutôt quelques dizaines d'années? Est-ce que vous avez une idée approximative des résultats de ces travaux de recherche? Est-ce que vous voyez plus sur 5 ans des résultats de cela? Alors, pour les médicaments, je ne sais pas parce que je ne suis pas expert du domaine, mais par contre, pour nos données à nous, c'est surtout une question de récolte de données. Alors, j'ai une collègue, Rita, qui est en train de travailler sur, pareil, les troubles neurocognitifs, et qui utilise une base de données où on a suivi les patients dans le temps. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir voir quels sont les marqueurs qui changent au fur et à mesure du temps. Mais en fait, c'est assez difficile avec l'électroencéphalographie parce qu'il y a beaucoup de spécificités des individus, et donc on arrive assez mal à identifier les causes de manière très précise et les corréler avec ce qu'on observe à l'EEG. Donc il faudrait des cohortes avec beaucoup de patients, les patients qu'on suit dans le temps. Donc pour l'instant, enfin à ma connaissance, il n'y a pas de base de données qui servent à faire ça pour l'instant. Donc si des projets sont lancés en ce moment, et je pense qu'il y en a,
Probablement que dans 5-10 ans, on aura des idées beaucoup plus précises. Et de toute façon, les autres domaines, donc plus IRM, tout ça, continuent de progresser. Donc on aura des données qui viendront de plusieurs domaines. Et donc j'imagine que dans 5-10 ans, on aura progressé sur vraiment identifier beaucoup plus précisément les maladies pour tous les patients. On a aussi l'impression que d'ici quelques années, on aura encore plus de convergence entre les domaines de la santé et du numérique. Vous, par exemple, en travaillant sur les maladies neurodégénératives, vous avez une formation plutôt orientée sur l'intelligence artificielle, mais vous travaillez sur ce sujet de santé qui est vraiment très très spécifique. Et sur l'autre pendant, donc Olivier en a parlé tout à l'heure, il y a ce pont qui se fait aussi avec des médecins ou du personnel soignant qui va être de plus en plus formé aux sciences du numérique. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Est-ce que ça se rejoint? Ou est-ce que pour l'instant, on reste quand même sur des parcours qui sont très différents? Effectivement, c'est une très bonne question parce que on a aussi donc depuis maintenant ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille sur ce sujet de la télémédecine. J'ai vu l'évolution, notamment. Alors, je prends un exemple comme ça parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ces médecins qui font des études d'ingénieur et qui passent des thèses, notamment à Grenoble en sciences de l'ingénieur. Donc, un collègue qui est à Toulouse, donc Pierre Humeau, qui a passé brillamment sa HDR en sciences numériques de l'ingénieur, alors qu'il est médecin aussi en même temps. Donc, voilà. Bon, il y a plein d'autres exemples. Il y a aussi le professeur Anne-Sophie Rigaud qui dirige le pôle de gériatrie à l'hôpital Broca, justement sur les maladies d'Alzheimer. Et on sent que ces personnes-là, en fait, bon, alors ils sont un peu plus âgés, mais effectivement, dans les jeunes générations, on voit un attrait. On a une filière justement qui est pour ça. Donc là, elle est dirigée par ma collègue donc Nesma Oumani. Donc justement d'aider les ingénieurs à aller vers la médecine. Et aussi, alors ça c'est pas fait chez nous, mais je sais que ça se fait dans une des écoles de l'IMT, j'ai entendu des médecins qui vont vers des études d'ingénieurs. Voilà. Alors peut-être qu'Olivia et Gérard sont plus au courant que moi là-dessus. Il y a aussi des praticiens hospitaliers qui s'intéressent de plus en plus aux sciences humaines. Tu vois, il y a l'intérêt pour l'ingénierie, pour la technologie numérique, effectivement, pour tout ce qui ça comporte, mais aussi, moi, actuellement, depuis un an, là, j'ai un doctorant qui est chef de service en chirurgie à l'Institut national d'oncologie de Rabat au Maroc et qui fait sa thèse en anthropologie avec moi, tu vois. C'est sur la pratique chirurgicale, sur le métier de chirurgien. Donc c'est dans les deux sens, c'est ça qui est vraiment intéressant parce qu'il y a une prise de conscience aussi de la part chez certains praticiens et chirurgiens que il faut absolument comprendre et en quoi consiste ces fameuses pratiques dites artisanales qui sont encore très en usage dans le métier de chirurgien, par exemple. En quoi ça consiste réellement? Parce que c'est un peu rapide de dire c'est de l'artisanat, donc c'est obsolète, on s'en débarrasse. Et leur prise de conscience repose sur le fait qu'ils se disent c'est bien les technologies numériques, ça peut apporter beaucoup de choses, beaucoup de soutien, beaucoup d'aide, beaucoup d'assistance, mais à condition que ça reste couplé à des pratiques qui sont peut-être plus traditionnel, mais qu'on comprend encore en fait très mal. Il faut coupler les formes d'intelligence. C'est ce que j'ai essayé de dire hier dans le colloque. Il y a des formes d'intelligence calculatoires qui reposent, donc là, qui sont très en phase évidemment avec les technologies numériques, et il y a des formes d'intelligence pratiques, tactiles, sensorielles, sensibles, pas seulement corporelles d'ailleurs. Hein, c'est plus que ça qui entre en jeu. Et ce sont ces intelligences-là qu'il faut parvenir à coupler. Il ne faut pas qu'il y ait de substitution, il ne faut pas qu'il y ait de remplacement, il faut des couplages. Et pour qu'il y ait des couplages, il faut bien essayer de comprendre dans le détail, très finement, de façon très approfondie, en quoi ça consiste. Donc c'est intéressant, ce double intérêt, à la fois pour ce que peuvent potentiellement apporter les technologies numériques dans le cadre d'un métier comme celui de chirurgien ou médecin, et de l'autre côté, quelle est la spécificité de ces pratiques, quelle est leur histoire, à quoi renvoie finalement le geste chirurgical, comment il se construit, comment il s'acquiert, comment il se transmet, comment il se maintient. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé de santé, et donc en particulier de médecine, qui est effectivement une science qui regroupe énormément de connaissances. Ces derniers temps, on parle de plus en plus de bien-être, qui est un aspect encore un peu différent de la santé. Donc, on en a eu un aperçu
avec le Living Lab, parce que du coup, il y a cette notion de suivi, certes, sur des notions plutôt de maladie, de santé, mais est-ce que vous ressentez une orientation des industriels ou de la science en général, de la recherche, vers cette notion de bien-être ? En fait, la notion, oui, en anglais well-being, parce que ça a été un des grands programmes aussi de ces dernières années à la Commission européenne. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup ont défini, alors je vais regarder ça un peu du côté appareillage, en fait. On définit ce label de bien-être pour les appareils, parce que ça leur permettait de ne pas faire les tests très coûteux, donc avec les professionnels de santé, pour avoir un label, donc le fameux CPPRB, qui était un contrôle, voilà, qu'il fallait que, par exemple, mon collègue Jean-Louis Baldinger, qui avait fait son détecteur de chute, a attendu plus d'1 an pour que son détecteur puisse être utilisé en hôpital. En fait, c'est trop long, et on a mesuré sur des précédents projets, je me rappelle, je sais pas pourquoi, de ce projet Compagnonable, un projet européen, où nous, on était un peu dans cette vision appareil de santé, voilà. Et on nous a dit non, on n'utilisait pas cette notion, maintenant on va parler de well-being et de bien-être, parce que ça permettait aux industriels de ne pas passer ces tests très coûteux, notamment en Allemagne. Les Allemands n'aimaient pas trop ce genre de choses, la France aussi, enfin bon bref, donc du coup on est passé sur le label juste CE, voilà. Alors après, effectivement, on a développé une science du bien-être. Alors, par quoi ça se traduit ? Ça se traduit effectivement par l'apparition de plein d'appareils, alors qui permettent aussi aux jeunes de créer des startups aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus facile de dire, tiens, je vais proposer un nouvel algorithme, par exemple, comme pourrait faire Maxime avec le EG, ou utiliser un système qui permet de mesurer le rythme cardiaque, l'activité, etc. Et faire un système astucieux, pas trop coûteux pour la personne, facilement portable, etc. Et ça va se vendre. Et effectivement, on va mesurer ça et ça. Le problème qu'il peut y avoir, je ne dis pas tout le temps, mais le problème qu'il peut y avoir, c'est la fiabilité des mesures. Parce qu'on est dans un contexte où on a des appareils qui nous remontent des informations comme la fréquence cardiaque, comme l'activité, en fait, etc., mais sur lesquels on ne peut pas trop se fier. Voilà. Donc il faut qu'on développe des algorithmes ensuite qui calculent et qui compensent ces erreurs. Voilà. Donc c'est un peu le problème aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Gérard, là-dessus. Mais... Oui, on pourrait ajouter plein de choses, mais par exemple, si on prend la domotique, l'installation d'introduction de capteurs divers et variés dans l'habitat des personnes, pour garantir leur autonomie le plus longtemps possible, en fait, ça peut être interprété aussi comme une perte d'autonomie, avec de nouvelles dépendances vis-à-vis de ces technologies. Et puis aussi, c'est des technologies qui sont quand même malgré tout assez intrusives et qui peuvent être très invasives, quoi, parce que tu mesures des choses, bon après tu les interprètes comme tu veux, mais bon voilà, il y a tout un tas de questions qui sont à la fois sociales, éthiques, voire philosophiques. Mais moi, j'avais beaucoup insisté sur les nouveaux facteurs de dépendance, par exemple, que ça pouvait créer, une dépendance à ces dispositifs, qui en plus nécessitent quand même de la maintenance. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas d'enjeux derrière qui sont rarement posés. Et la notion de bien-être, moi je suis sociologue, anthropologue, ça n'a pas vraiment de consistance pour moi. C'est pas défini, quoi. Le bien-être, c'est quoi ? C'est le soin, c'est le care, ça renvoie à plein de choses très floues, quoi, en fait. Le bien-être, c'est individuel, c'est la géométrie variable, la définition bouge tout le temps, enfin, en fonction de l'évolution des besoins, des attentes, etc. Donc c'est pas une notion que j'utilise, moi, pour ma part. Je préfère la santé, c'est beaucoup plus défini et cadré, quoi. Gérard a tout à fait raison. En fait, c'est plus pour moi, c'est un petit peu un slogan, vous voyez, pour essayer d'introduire ces capteurs qui finalement sont moins fiables qu'un medical device qui va subir des tests dans un cockpit oui, il y a des certifications que l'on ne fait pas passer à ces capteurs qui sont dans des smartwatches ou des montres connectées ou des objets connectés divers. Ceci dit, c'est vrai que, alors sans vouloir contredire Gérard, parce que c'est vrai qu'en même temps il a raison, mais ça peut être une information quand même. Il ne faut pas être, j'étais un peu négatif. Ça peut être une information.
Et c'est vrai que c'est aussi le fruit de nos recherches aussi. Dans notre équipe de recherche, donc Armedia, là, Samovar, on étudie un petit peu comment on peut inférer des informations sur le patient, notamment à domicile, à partir de ces mesures. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, on a des algorithmes qui permettent aussi de compenser, de corriger ces erreurs, de rejeter des informations qui ne sont pas fiables, etc. Donc on peut le faire, c'est vrai. Mais moi, j'aime pas trop ce terme de bien-être, mais je comprends aussi que cette appellation était créée pour permettre plus d'objets connectés, de produits, d'apparition de produits. Voilà. Mais il faut que ça reste quand même, faut être prudent. Voilà. Le problème aussi, c'est bon, on a beaucoup échangé là-dessus, mais dans le cadre du Texan, de l'ANR Texan, tout à fait, Covadis, ouais. Mais c'est qu'on est dans des milieux ouverts, quoi. C'est-à-dire, très indéterminés, il y a tout le temps des imprévus et une hétérogénéité infinie. Je me souviens de cette vieille dame qui supportait pas que le robot, elle était volontaire pourtant, c'était des usagers volontaires, qui supportaient pas le robot avec ses roulettes parce qu'il se prenait les pieds dans le tapis que lui avait offert sa vieille tante, donc elle trouvait ça absolument insupportable. Elle avait dit débarrassez-moi de ce truc-là, j'en veux plus. Non mais c'est anecdotique, mais c'est vrai, c'est ça. En plus pour les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs ou souvent des personnes âgées en perte d'autonomie, etc. C'est des environnements. Le domicile est très chargé de souvenirs, d'objets, de plein de choses. C'est très compliqué Alors, à moins de transformer le domicile en laboratoire et donc de priver la personne de tous ses repères habituels, c'est-à-dire de la déstabiliser un peu plus. Voilà, c'est des questions, mais c'est très basique. Avec les technologies bien-être, on est vraiment au ras du sol, mais c'est très très passionnant aussi. Pour l'instant, il y a des laboratoires qui sont transformés en domicile. Il y a aussi des travaux qui sont faits en robotique sociale, notamment, je peux citer l'exemple de l'école Strat Design. Donc, il y a pas mal de recherches qui sont faites à ce sujet. Donc, même la robotique sociale, c'est quelque chose qui est forcément lié à vos travaux de recherche. Moi, je vais faire juste une remarque de béotienne. En fait, bien-être, quand on est malade, je trouve que c'est un peu contradictoire. Bien-être, c'est quand on n'est pas malade. Donc, je sais pas, si on se met d'accord sur mieux-être, est-ce que ça serait plus juste ? Oui. Mais dans les anecdotes marrantes, un informaticien avec qui je travaille dans GDR Robotique, justement, je travaille avec des roboticiens, il disait que on parle des questions éthiques sur le côté invasif, etc. Et ils étaient en train de parler à une vieille dame en disant mais ça vous ennuie qu'on mette des caméras dans votre salle de bain ? Elle a dit mais je m'en fiche complètement. Bon, très bien. Donc l'obstacle, l'intimité est élevé, fantastique. Et après, les gars, ils commencent à faire un trou dans le mur. Elle fait ah non, pas de trou dans mon mur. Donc là vraiment pour avoir une sorte de procédure standard d'acceptabilité, ça va être compliqué. Il y a un point commun avec le bloc opératoire et avec la pratique chirurgicale qui opère sur de la matière vivante. C'est encore une fois, c'est la grande variabilité individuelle, l'infinie variabilité individuelle du vivant. Et on retrouve ça en robotique personnelle ou robot compagnon. C'est les mêmes problématiques au fond qui sont derrière. Au moins aussi complexes. Parce que franchement, je veux bien qu'on puisse designer des laboratoires pour qu'ils ressemblent le plus possible à un environnement particulier singulier. Mais ça reste de toute façon un simulacre de singularité. C'est le point de vue du chercheur en sciences humaines. C'est toute la difficulté non seulement de la modélisation de quelque chose qui repose pas complètement sur du calculatoire, et ensuite de l'interprétation des modèles qui sont utilisés. Bon, voilà, mais c'est des questions de recherche absolument fascinantes et passionnantes, en revanche. Mais justement, vous parlez de simulacre des Living Labs. Cette notion de bien-être et donc en particulier de mieux-être, parce que je pense notamment aux personnes qui sont déjà atteintes de pathologie, elles vont amener à relever des défis techniques, comme par exemple, vous avez commencé à en parler, la miniaturisation, la portabilité. Est-ce que c'est des choses que vous voyez déjà dans vos travaux, sur ce que vous étudiez, vous par exemple, Maxime ? Dans l'électroencéphalographie, de toute façon, c'est des devices, des appareils qui sont assez pénibles à porter parce que c'est des casques. Donc pour l'instant, aller faire porter à des gens toute la journée un casque G, c'est pas du tout envisageable, évidemment. Alors peut-être sur une journée, par exemple, quand les gens vont faire des tests
pour l'apnée du sommeil, des choses comme ça, c'est tout à fait possible pour une nuit. Et encore, je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça très gênant. Donc, pour l'instant, à moins que, et encore là aussi, ça pose d'énormes problèmes d'invasivité, mais les gens qui ont des électrodes implantées dans leur cerveau directement, mais pareil, c'est très difficile à mettre en place. Donc, pour l'instant, en électroencéphalographie, c'est pas envisageable de prendre des données tout le temps, surtout que les gens peuvent pas se mettre le casque eux-mêmes. Il y a des propriétés à respecter. Il faut que le gel soit bien appliqué, que les électrodes soient bien en contact avec le crâne pour qu'on ait un signal propre. Et puis même de toute façon avec l'électroencéphalographie, dès que quelqu'un va bouger, ça va perturber énormément le signal. Alors on peut toujours essayer de l'analyser, mais c'est des mesures qui sont très, très bruitées. Et donc pour l'instant, dans l'électroencéphalographie, je pense que c'est compliqué. Après, peut-être dans d'autres domaines, c'est totalement possible. Là aussi, il y a des fortes résonances avec ce qui a été implémenté et testé dans le cadre de la chaire bloc opératoire augmenté. Hein. C'est la question de la tolérance des praticiens dans la pratique des casques de réalité virtuelle, de toutes ces choses-là, quoi, de réalité augmentée. C'est-à-dire que non seulement il y a des problèmes ergonomiques, de poids, mais il y a d'autres enjeux induits par ça. C'est par exemple le fait que ça peut faire écran avec justement aux communications informelles entre les différents intervenants au bloc. Voilà, quelque part ça ajoute quelque chose, ça augmente, mais quelque part, par ailleurs, ça diminue aussi. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là, à mon avis, qu'il faut prendre à bras-le-corps et poser dès le départ pour éviter de commettre des impairs, quoi. Mais du coup, parce que là, pour pas être complètement négatif, c'est vrai que l'histoire c'est le recalage aussi qui est compliqué avec les casques. C'est pour ça qu'ils sont pas utilisés en routine, hein, pour l'instant, enfin en France en tous les cas. Mais par contre, ça a une utilité. Pour ça, tous les chirurgiens sont d'accord pour la formation. Que ce soit la question du jumeau numérique, donc de la simulation. Et du casque, la réalité augmentée. Dans les deux cas, là j'ai un accord. Autant ils divergent sur plein de choses, mais là ils sont tout à fait d'accord sur... Alors je sais que Gérard a émis des doutes et des objections qui sont tout à fait entendables, parce que, et d'ailleurs, c'est pas incompatible, enfin bon, peu importe, je vais pas me brouiller. Pour la formation, c'est-à-dire que c'est très très utile pour la formation. La courbe d'apprentissage vraiment baisse drastiquement. L'objection, excuse-moi, je me permets de la faire, c'est de dire on remplace pas une expérience in concreto, mais justement c'est pour ces chirurgiens les plus prudents, c'est pas destiné à remplacer cette expérience, c'est l'ajouter, préparer pour qu'il y ait moins d'appréhension au moment de la chirurgie. Donc là-dessus, au moins, c'est très très positif. Même indirectement, ça bénéficie donc au patient, au mieux-être du patient. C'est que y a une formation qui peut donner de l'assurance en fait aux chirurgiens. Oui, c'est toujours la question du couplage avec les pratiques plus traditionnelles. Il ne s'agit pas de remplacer, il s'agit effectivement de les additionner quelque part ou de les coupler. Je voulais juste dire aussi quelque chose. Alors là, je reviens au début de la première question là sur le bien-être. En fait, aussi on peut comprendre pourquoi le bien-être, si on se place aussi. Alors nous, pour nos appareils, dans la prévention, ce qu'on appelle la prévention, c'est-à-dire le bien-être est maintenu. On maintient un bien-être en permettant à la personne de, comme vous disiez tout à l'heure, de vivre normalement, de continuer à vivre chez elle, et d'avoir se sentir cette sécurité qu'au cas où quelque chose se dégraderait, elle serait informée. Mais là aussi, Gérard, effectivement, on a un peu travaillé à l'époque dans ces trucs-là. Il y a ce trade-off, hein, si j'ose dire en anglais, ce compromis entre l'acceptabilité de porter des tas d'appareils, enfin j'exagère un peu, mais quelques appareils, on va dire, connectés, et cette information qu'on peut avoir aussi sur on va dire sa forme physique, voilà. Donc là, effectivement, ces dispositifs dits de well-being se positionnent aussi beaucoup sur la prévention. Voilà. Pas sur la mesure d'un risque de chute ou d'une détresse quelconque, mais voilà, c'est un peu comme quand on fait nos pas avec notre smartphone, on mesure le nombre de pas, on se dit tiens, oui, j'ai fait 6000 pas aujourd'hui, donc ça va. J'ai
perdu tant de calories, ou je sais pas quoi. Voilà. C'est des mesures qui n'engagent rien en particulier, mais qui permettent de sentir une évolution, c'est-à-dire que les personnes apprennent à guider leur santé, en fait, à faire attention à eux, quoi. Voilà. C'est ça qu'il y a ça aussi derrière. Le mot bien-être peut être vu aussi pour ça. Ça peut être vu dans les deux sens, santé mentale et santé Ah oui, et physique. tout à fait. Et santé mentale aussi. Également. Oui, tout à fait. Alors là, c'est une question voilà, qui est importante. Alors c'est vrai, Jérôme, que la santé mentale est un vaste sujet, mais j'aimerais aussi que l'on parle de la façon dont les innovations en santé sont perçues par le grand public. En effet, il y a une vraie question d'acceptabilité psychologique parce que ces outils peuvent rassurer ou inquiéter. Je pense en particulier à ce déferlement d'Internet dans la vie quotidienne, ce qu'on pourrait appeler un effet Doctissimo, par exemple. Vous, Olivia, quel regard portez-vous là-dessus ? En fait, ce qui me paraît intéressant, c'est l'effet ambivalent que ces technologies peuvent avoir selon les personnes. Il y a des individus qui sont rassurés en regardant leur constante, en disant « tout va bien ». Et puis il y a des individus qui sont inquiets à la moindre irrégularité, qui est pourtant propre aux vivants. Et donc ça peut avoir des effets tout à fait ambivalents, comme quand on recherche que peut-être ce petit bouton sur mon oreille gauche, c'est un cancer de l'oreille. Donc effectivement, on peut avoir aussi trop d'informations qui peuvent nuire justement, et en étant... Alors c'est bien de se soucier de soi, mais être obsédé par ces données de santé, ça peut effectivement être un tout petit peu anxiogène. Mais bon, voilà, c'est une remarque pas très philosophique. Ce que ça met en lumière, je trouve, c'est quand même le fait que on ait énormément de données, de plus en plus de données de santé qui vont être disponibles, mais que ces données, finalement, on a envie qu'elles basculent dans le grand public, mais les personnes, les patients sont pas forcément équipés, en fait, pour recevoir toutes ces données. Oui, c'est ça, il faut pouvoir interpréter. Et comme beaucoup d'usagers n'auront ni la formation en IA ou en ingénierie pour savoir que, je sais pas, l'algo fonctionne comme ci ou comme ça, et ils sont pas tous médecins. Et donc effectivement, le problème de l'interprétation. Alors évidemment, on peut toujours dire que ces dispositifs vont intégrer une IA qui leur fera une interprétation qui aura 20 sur 20 en ingénierie et 20 sur 20 en tel domaine, en oncologie ou je ne sais pas quoi. Alors effectivement, on peut imaginer des empilements comme ça d'algo qui puissent même fournir une interprétation. Et donc là, on rejoint la question de ce sur quoi moi je travaille. Est-ce qu'effectivement l'IA sera enfin la science qui permettra de fournir des jugements, des résultats individuels, singuliers, alors que traditionnellement la science c'est plutôt la science du général. D'où la question des prévisions, des prédictions et de leur valeur. Oui, je pense, comme on l'a dit tout au long de cette émission et dans le colloque, maintenant on arrive à un niveau de santé qui nécessite de vraiment faire de la personnalisation pour chaque patient, parce qu'on a tous une génétique différente, un passé différent, et donc voilà, ça nécessite des données de plein de types, donc des données d'images, par exemple, des structures du corps, ou alors des données de voix, par exemple. Je sais qu'il y a des gens qui analysent la voix, donc ça nécessite beaucoup de types de données, donc beaucoup de disciplines. Et dans les usages et les questions éthiques, ça nécessite aussi des disciplines d'humanité. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très multidisciplinaire. Et donc voilà, je pense que c'est absolument nécessaire pour continuer dans le progrès vers la santé pour tous et très précise. Et je pense que c'est une belle conclusion. Donc merci à vous tous. Gérard Dubay et Olivia Chevalier de l'Institut Mines Télécom Business School et Jérôme Boudy et Maxime Bedoin de Télécom Sud Paris. Merci India. Merci Ingrid. Et merci à tous les quatre d'être intervenus dans cette émission spéciale consacrée à l'ingénierie de la santé et du bien-être qui touche maintenant à sa fin. En favorisant les partenariats entre laboratoires académiques et industriels, l'Institut Carnot TSN joue un rôle clé dans la valorisation des travaux issus de l'écosystème IMT pour une santé plus connectée, plus intelligente et plus humaine. Comme l'ont souligné nos intervenants, donc c'est ensemble, scientifiques, industriels, étudiants, institutions, citoyens, que nous construirons une santé plus durable, plus accessible et plus juste. Merci à l'Institut Mines Télécom, à Télécom Sud Paris, à IMTBS et à tous les participants pour cette immersion dans un futur où le progrès rime avec bien-être. Merci à vous.
téléspectateurs et internautes, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran. Restez curieux, restez engagés et surtout, prenez soin de vous. Merci à tous.